Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 13 et si cela est possible, on commencera l'exercice 14 aussi. Bon, l'exercice 13 est un exercice très important, très utile parce qu'il permet d'utiliser le théorème de la convergence dominée et les théorèmes de comparaison de l'intégrale de Lebesgue avec l'intégrale de Riemann. Donc, soit P, un réel strictement supérieur à moins 1 et Q appartenant à n étoiles. Vous rectifiez dans la série numéro 4, ici c'est n étoiles. Bon, on peut prendre Q égale 0, mais pour Q égale 0, ici vous prenez 1. Okay. Donc, soit P strictement supérieur à moins 1 et Q un entier. P est un réel strictement supérieur à moins 1 et Q est un entier non nul. Démontrer que la limite quand n tend vers plus infini de l'intégrale de 0 à n de x p ln de x à la puissance q 1 moins x sur n à la puissance n tx égale l'intégrale de 0 à plus infini de cette fonction. Okay. On va remarquer quand n tend vers l'infini, là, c'est l'intégrale de 0 à plus infini. Et là, cette fonction-là, ça tend vers exponentielle moins x. Donc, on obtient exactement l'intégrale de cette fonction sur 0 plus l'infini. Donc là, il s'agit d'un passage à la limite. Ça veut dire l'intégrale de la limite, c'est la limite de l'intégrale en remplaçant l'intégrale de 0 à 1 par l'intégrale de 0 à plus infini en multipliant ici par qui 0 1 de x. Donc c'est bien un passage à la limite. Mais pour l'intégrale de Riemann, il n'y a pas un résultat qui nous permet de permuter la limite avec l'intégrale. Donc il faut nécessairement passer à l'intégrale de Lebesgue. Bon, pour passer aux intégrales de Lebesgue, il faut montrer que ces deux intégrales-là convergent absolument. Parce que ce sont deux intégrales généralisées, bien sûr. Le problème se pose en 0, c'est clair, à cause de ln de x. Et de xp si p est négatif, mais le problème est déjà posé par ln de x. Donc il y a un problème de convergence en 0. Donc tout revient à montrer que ces deux intégrales-là sont absolument convergentes. Parce que s'ils sont absolument convergentes, ce sont des intégrales de Lebesgue. Donc là, je peux mettre d lambda de x sur 0 plus infini ici, bien sûr, en multipliant à l'intérieur par qui 0, 1 de x. Et utiliser le théorème de la convergence dominée. Lorsqu'on passe aux intégrales de Lebesgue, on a le droit d'utiliser le théorème de la convergence dominée, bien sûr. Okay. Donc c'est ce qu'on va faire. On va d'abord montrer que ces deux intégrales-là sont absolument convergentes pour pouvoir passer aux intégrales de Lebesgue. Donc montrons d'abord que les intégrales généralisées, ces deux intégrales généralisées sont absolument convergentes. Ceci nous ramènera à des intégrales de Lebesgue et nous donnera le droit d'appliquer le théorème de la convergence dominée. Bon, posons IN égale cette intégrale-là et I égale cette intégrale. Donc, pour IN, c'est une intégrale généralisée de Riemann. Intégrale de 0 à 1 de xp ln de x à la puissance q 1 moins x sur n à la puissance n dx. Le problème de convergence se pose en 0. C'est une intégrale généralisée. Donc, au voisinage de 0, bon, on veut montrer qu'il est absolument convergent. Donc, ça veut dire qu'il faut montrer que l'intégrale de 0 à n de la valeur absolue de cette fonction est convergente. L'intégrale de la valeur absolue est convergente. C'est pour ça qu'on a considéré ici la valeur absolue de la fonction. Bon, la valeur absolue de la fonction, c'est xp ln de x à la valeur absolue de ln de x à la puissance q fois la valeur absolue de 1 moins x sur n à la puissance n. Okay. Cette fonction-là, cette valeur absolue, elle tend vers 1 quand x tend vers 0 plus. Donc cette fonction, elle est équivalente à 1. Parce qu'il tend vers 1, et 1, quand x tend vers 0, n est fixe, attention. C'est x qui tend vers 0 plus. Donc quand x tend vers 0 plus, ça tend vers 1. Et 1 est différent de 0, donc cette fonction est équivalente à 1. Okay. Donc cette valeur absolue-là est équivalente à xp fois valeur absolue de ln de x à la puissance q égale phi de x, bien sûr, au voisinage 0, quand x tend vers 0 plus. Okay. Donc, pour montrer que l'intégrale de cette fonction converge, c'est équivalent à montrer que l'intégrale de cette fonction converge d'après le critère des équivalences, parce que les deux fonctions sont équivalentes et elles sont positives. Okay. Au voisinage 0. Elles sont positives et elles sont équivalentes. Donc l'intégrale de cette fonction converge équivalent à l'intégrale de cette fonction converge. Donc il suffit de montrer que l'intégrale de phi de x de 0 à n est convergente. Voilà. Donc pour cela, regardez ici, vous avez xp, valeur absolue de ln de x, avec p, un réel strictement supérieur à moins 1. C'est bien ça, c'est un réel strictement supérieur à moins 1. Okay. Donc là, on pense à cette limite-là. Regardez, le problème se pose en 0 limite quand x tend vers, c'est-à-dire le critère, si vous voulez, le critère x alpha phi de x.
OK? Puisque vous avez ici valeur absolue de ln de x. Donc, il faut penser à cette limite. Hein? Quel que soit r strictement positif, la limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance r ln de x égale 0, qui est une limite usuelle, bien sûr, qu'il faut connaître. Mais pour r strictement positif. Or, ici, on a un p. OK? Un p qui peut être négatif, un p supérieur à moins 1. Donc, on veut appliquer le critère x alpha, voilà, x gamma, phi de x. Ou x gamma, f de x, peu importe. Avec au voisinage de 0, il faut que le gamma soit choisi de telle manière que gamma est strictement inférieur à 1. Donc, ce qu'on va faire ici, on va choisir un gamma dans 0, 1, strictement inférieur à 1, tel que p plus gamma est strictement positif. Parce que vous avez déjà x à la puissance p. Donc, si on multiplie par x gamma, on va obtenir x à la puissance p plus gamma. Donc, il faut que p plus gamma soit strictement positif pour que la limite soit égale à 0, d'après cette limite usuelle. Donc, il faut choisir un gamma tel que p plus gamma strictement inférieur à 1, tel que p plus gamma soit strictement positif. Okay. Or, p est supérieur à moins 1. Regardez, p est strictement supérieur à moins 1. Donc, moins p est inférieur à moins 1. Est inférieur à 1. Moins p est inférieur à 1, strictement. Hein? Donc, le max de moins p de 0 est inférieur à 1, parce que les deux sont inférieurs à 1. Parce qu'on veut que gamma soit entre 0 et 1. Okay. Donc, le max de moins p, regardez, p plus gamma strictement positif, ça veut dire que p est supérieur strictement à moins gamma. Okay. Ça veut dire que p est strictement supérieur à moins gamma. Donc, on veut que p est strictement supérieur, ou bien gamma est supérieur à moins p. Ça, gamma est strictement supérieur à moins p. Donc, on veut que gamma soit entre 0 et 1 et gamma supérieur à moins p. Hein? Donc, ça veut dire que gamma doit être supérieur à moins p à 0 et strictement inférieur à 1. Donc, ça veut dire que gamma doit être supérieur au max de moins P0 et strictement inférieur à 1. Donc, on a P strictement supérieur à moins 1, donc moins P strictement inférieur à 1. Et 0 est strictement inférieur à 1, donc le max de moins P0 est strictement inférieur. Donc, je choisis gamma entre les deux. Je choisis gamma strictement, bien sûr, entre le max de moins P0 et 1. Comme ça, gamma, il est entre 0 et 1. Et gamma est strictement supérieur à moins P, c'est-à-dire P plus gamma est strictement supérieur. Donc, un tel gamma existe grâce à ça. Parce que P est strictement supérieur à moins 1. On a alors la limite quand x tend vers 0 plus de x gamma phi de x, parce qu'on peut appliquer le critère x gamma f de x. Okay. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de x gamma phi de x, donc on multiplie cette fonction par x gamma, donc on obtient la limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance p plus gamma, valeur absolue de ln de x à la puissance q. Et ça, c'est 0 parce que p plus gamma est strictement positif, d'après cette limite usuelle. Okay. Bien sûr, si cette limite c'est 0, la limite de la valeur absolue c'est 0, c'est clair. Hein? De même si on met ici ln de x à la puissance q, q est positif. C'est la même chose, bien sûr. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de x gamma phi de x, la limite de cette fonction c'est 0. D'après cette limite usuelle, on peut mettre ici ln de x en valeur absolue si vous voulez, à la puissance q. C'est 0. Q un entier, bien sûr. Q c'est bien un entier non nul, c'est ça. Q un entier non nul. Donc d'après cette limite usuelle, hein, on a la limite de x gamma, phi de x égale 0. Comme gamma est strictement inférieur à 1, hein, alors d'après ce critère, le critère x gamma f de x, alors l'intégrale de 0 à n phi de x dx est convergente. Parce qu'il existe gamma strictement inférieur à 1, tel que la limite quand x tend vers 0 plus de x gamma phi de x égale 0. Attention, ici on est au voisinage de 0, hein, parce que le problème se pose en 0. Ce n'est pas au voisinage de l'infini. Au voisinage de l'infini, il faut choisir un gamma strictement supérieur à 1. Si on est au voisinage de 0, donc il faut choisir un gamma strictement inférieur à 1. Parce que le critère x gamma phi de x, c'est presque le critère de comparaison, tout simplement, parce qu'il suffit d'appliquer la définition de la limite et vous avez le résultat. Et donc on a montré que la première intégrale, c'est-à-dire in, est convergente. Pardon, l'intégrale de 0 à n phi de x dx est convergente. Revenons ici. Donc l'intégrale de cette fonction est convergente. Donc l'intégrale de cette fonction est convergente, d'après les critères d'équivalence.
parce que les deux fonctions sont équivalentes au voisinage de 0, et elles sont positives toutes les deux, bien sûr. Elles sont positives et sont équivalentes. Donc, d'après le critère des équivalences, puisque l'intégrale de phi de x est convergente, alors l'intégrale de cette fonction-là est convergente. Par suite, l'intégrale de cette fonction qui est à l'intérieur est absolument convergente. On peut aussi utiliser le critère de comparaison et le critère x gamma f de x au voisinage de 0. Ici, au lieu d'utiliser l'équivalence, on peut remarquer que ça c'est inférieur, parce que ça c'est inférieur à 1. Donc on peut remarquer que cette fonction est inférieure ou égale à xp, valeur absolue de x à la puissance q. C'est-à-dire qu'elle est inférieure ou égale à phi de x. Hein, comme l'intégrale de phi de x de 0 à n est convergente d'après le critère x gamma f de x, c'est la même démarche, bien sûr. Hein, alors l'intégrale de cette fonction-là est convergente de 0 à 1, bien sûr, d'après le critère de comparaison. Donc on applique le critère de comparaison et le critère x gamma f de x, ou bien le critère des équivalences et le critère x gamma f de x. Voilà, donc il en résulte que IN est absolument convergente. Passons à l'intégrale I de 0 à plus infini, xp ln de x à la puissance q, exponentielle moins x dx. Bon, le problème ici, il se pose en 0, voisinage 0 et voisinage de plus infini. Voisinage 0 parce que vous avez ln de x. OK? De x à la puissance q. Q c'est un entier non nul. Donc, au voisinage de 0, on a la valeur absolue de cette fonction est équivalente au voisinage 0 à xp fois la valeur absolue de ln de x à la puissance q, parce que cette fonction est tend vers 1, quand x tend vers 0. Et 1 est différent de 0, donc cette fonction est équivalente à 1. Donc cette fonction-là, cette valeur absolue est équivalente à xp, valeur absolue de ln de x à la puissance q, c'est-à-dire à la fonction précédente, phi de x. Et on a déjà vu que l'intégrale de 0 à 1 phi de x dx est convergente. Parce que le problème se pose en 0, on l'a montré pour l'intégrale de 0 à 1. À n, mais c'est vrai aussi pour 0 à 1, parce que le problème se pose en 0. Donc on a déjà vu que l'intégrale de 0 à 1 phi de x dx est convergente. OK? Et les deux fonctions ici sont positives. Donc d'après le critère des équivalences, l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction-là est convergente. Donc l'intégrale de 0 à 1 de xp ln de x à la puissance q exponentielle moins x dx est absolument convergente, parce que l'intégrale de la valeur absolue est convergente. L'intégrale de la valeur absolue est convergente d'après le critère des équivalences. Okay? Donc, on en déduit que l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction est absolument convergente. Donc, au voisinage 0, l'intégrale de la valeur absolue, l'intégrale est absolument convergente au voisinage de 0, c'est-à-dire sur 0 à 1, de 0 à 1. Bon, au voisinage de l'infini, par exemple, de 1 plus l'infini, on n'est pas obligé de choisir 1. Au voisinage de plus l'infini, on a d'abord la fonction, elle est positive, quel que soit x supérieur ou égal à 1, c'est clair, parce que pour x positive, ln de x est positive. OK? Donc, de plus, là, on va appliquer le critère x gamma f de x. Okay. Pourquoi? Parce que vous avez l'exponentielle de moins x. Donc, c'est exponentielle de x en bas. Vous avez une puissance de xp. L'exponentielle est plus forte que les puissances de x et que les puissances de ln de x. L'exponentielle de x, au voisinage du plus infini, elle est plus forte que toutes les puissances de x et toutes les puissances de ln. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le critère x gamma f de x. Donc, on essaie avec x au carré, on multiplie par x au carré. Donc, la limite quand x tend vers plus infini de x carré, la fonction étant positive. xp, sinon il faut prendre la valeur absolue. Donc, xp, ln de x à la puissance q exponentielle moins x, c'est la limite quand x tend vers plus infini de x à la puissance p plus 2 ln de x à la puissance q exponentielle moins x. Donc, c'est un exponentiel de x au dénominateur. Et l'exponentielle est plus forte que ces deux puissances. Donc, je peux la partager pour les deux. Exponentielle x sur 2 fois exponentielle x sur 2, au dénominateur, bien sûr. Donc, on obtient ça. Comme l'exponentielle est plus forte que les puissances de x, et elle est aussi plus forte que les puissances de ln de x, donc ça tend vers 0, et ça tend vers 0. OK? Donc, on obtient 0 fois 0, donc c'est 0. Donc voilà, il existe un gamma strictement supérieur à 1, c'est 2 ici. Okay? C'est que la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré fois la fonction égale 0. Donc l'intégrale de cette fonction est convergente. Comme elle est positive, l'intégrale est absolument convergente, parce que la fonction est positive. Donc l'intégrale ici est absolument convergente parce qu'elle est positive, de 1 à plus infini. Donc on a montré que l'intégrale de 0 à 1 est absolument convergente, l'intégrale de 1 à plus infini est absolument convergente,
Donc l'intégrale de 0 à plus l'infini est absolument convergente. Donc on a montré que IN et I sont absolument convergentes. Et n'oublions pas que notre but, c'est de montrer que la limite quand n tend vers plus infini de IN égale I. C'est ça notre but. OK? Et on a montré que ces deux intégrales sont absolument convergentes. Donc ce sont des intégrales de Lebesgue par rapport à la mesure de Lebesgue ici, d lambda x, d lambda x. Parce que les deux intégrales sont absolument convergentes. Bien entendu, les fonctions sont trivialement localement Riemann intégrables, c'est évident. OK? Trivialement, parce que la continuité, OK? Trivialement localement Riemann intégrable. Donc on va considérer cet espace. Parce qu'on va passer maintenant à l'intégrale de Lebesgue. Où est-il? Voilà. Donc soit l'espace mesuré 0 plus infini ouvert, parce que les deux fonctions ne sont pas définies en 0. Attention, donc il faut ouvrir. Donc soit l'espace mesuré 0 plus infini ouvert, B0 plus infini lambda. Lambda, c'est la mesure de Borel sur 0 plus infini. Donc là, c'est la triangle borrélienne. Les fonctions sont borréliennes, bien sûr. On a alors, d'après ce que précède, IN, c'est une intégrale généralisée de Riemann, mais il est absolument convergente. Donc c'est l'intégrale de Lebesgue associée. Donc c'est l'intégrale sur l'intervalle 0, n ouvert du côté de 0 de la fonction d lambda x. Et ça, par définition, c'est l'intégrale sur 0 plus infini de x p ln de x à la puissance q 1 moins x sur n à la puissance qui 0 n de x. Donc c'est une intégrale sur 0 plus l'infini ouvert d lambda x. C'est une intégrale de Lebesgue. Donc IN, c'est une intégrale généralisée de Riemann, c'est aussi une intégrale de Lebesgue. De même pour I. I, c'est l'intégrale sur 0 à plus infini de x p ln de x à la puissance q exponentielle moins x d lambda x. C'est une intégrale généralisée de Riemann qui est aussi une intégrale de Lebesgue sur 0 plus l'infini. Les fonctions sont bien évidemment localement Riemann intégrables, bien sûr. Là, c'est le produit de fonctions localement. Non, cette fonction, pardon, elle est continue sur 0. Elle est continue, donc elle est localement Riemann intégrable. Et celle-là, elle est continue, donc elle est localement Riemann intégrable. Donc, là, il ne faut pas oublier ces deux relations, c'est-à-dire le numéro 13. Bon. Voilà. Donc, notre but, c'est de montrer que la limite de cette intégrale égale cette intégrale. En fait, notre but, c'est de montrer que la limite de cette intégrale-là, la limite de cette intégrale quand n tend vers l'infini égale cette intégrale. Et cette fonction qui est à l'intérieur, celle-là, elle converge simplement vers cette fonction. On va le vérifier, mais c'est trivial. OK. Donc là, il faut penser au théorème de la convergence dominée. On ne peut pas appliquer le théorème de Poulovy, bien sûr, parce que la fonction n'est pas croissante et ne garde pas un signe constant, bien sûr. Elle change de signe. Donc, il faut penser au théorème de la convergence dominée. Donc, on va essayer de vérifier les hypothèses du théorème de la convergence dominée. Donc, on va poser fn de x égale ceci. Hein, tout ça. Et f de x égale ceci. Cette expression. Voilà f de x. Voilà fn de x. Parce que pour appliquer le théorème de la convergence dominée, il faut avoir une suite fn de fonctions, une suite fn de fonctions qui convergent simplement ou presque partout, lambda presque partout, vers une fonction f. Les fn sont mesurables et f mesurable et la suite fn est dominée, bien sûr. Voilà, donc posons fn de x égale cette expression, quel que soit n supérieur égal à 1, quel que soit x strictement positif, et posons f de x égale cette expression, quel que soit x strictement positif. Donc vérifions les conditions de théorème de Lebesgue. Fn est une fonction borrélienne pour tout n. C'est un produit de fonctions borréliennes. Bon, ça c'est une fonction borrélienne parce que 0n est un borrélien. C'est une fonction caractéristique. Okay, donc 0n est un borrélien, donc cette fonction est une fonction borrélienne. Ça c'est une fonction continue, c'est le produit de trois fonctions continues, donc c'est une fonction continue, donc elle est borrélienne. Donc le produit de fonctions borréliennes est une fonction borrélienne. F est une fonction continue sur 0 plus infini ouvert, donc c'est une fonction borrélienne, car il est continu. De plus, Fn converge simplement vers f sur 0 plus infini, puisqu'on a pour tout x strictement positif. Donc si je prends un x strictement positif fixé, j'ai d'abord quitte 0n, cette fonction-là, hein, ce facteur-là, qui de 0n de x, il converge vers a quand n tend vers l'infini. Parce qu'il converge vers qui de 0 plus l'infini de x. Et qui 0 plus l'infini de x, c'est 1. Bon, on va le justifier en détail si vous voulez.
Ça converge vers 1 parce que si x étant fixé, strictement positif, il existe un entier n qui dépend de x supérieur ou égal à 1, tel que x appartient à 0n, quel que soit n supérieur ou égal à nx. Et il existe un entier nx qui dépasse x. OK? Donc, tous les entiers qui sont plus grands que nx dépassent x. Donc, x appartient à 0n, quel que soit x. Donc, pi 0n de x égale 1, quel que soit n supérieur ou égal à x. Donc là, c'est une suite stationnaire par 1. Donc, elle tend vers. OK? Donc, ce facteur-là, facteur tend vers 1. Hein? Okay. Ce facteur ne dépend pas de n, ce facteur ne dépend pas de n, donc il faut montrer que ce facteur-là tend vers exponentielle moins x. Ça, c'est connu. Okay. Ça tend vers exponentielle moins x. Bon, on va le vérifier rapidement. Donc, il suffit d'écrire 1 moins x sur n à la puissance n, c'est exponentielle ln de 1 moins x sur n. Et ça tend vers exponentielle moins x. Quand n tend vers plus infini, x étant fixé. Car n, ln de 1 moins x, 1 sur n, est équivalente quand n tend vers l'infini, parce que quand n tend vers l'infini, x sur n tend vers 0. OK? Et on sait que ln de 1 plus t est équivalent à t au voisinage de 0. Donc ça, c'est équivalent à moins x sur n. Donc ça, c'est équivalent à n fois moins x sur n, c'est-à-dire moins x. OK? Donc ça tend vers moins x. Donc l'exponentielle tend vers exponentielle moins x. OK? Je rappelle que le x est fixé. Voilà, donc Fn converge simplement vers f sur 0 plus l'infini. L'hypothèse de domination, la valeur absolue de Fn de x est inférieure ou égale à f de x. La valeur absolue de f de x égale xp. Et la valeur absolue de ln de x à la puissance q exponentielle moins x. Quel que soit n supérieur ou égal à 1, quel que soit x strictement positif. En effet, regardez, si x est supérieur ou égal à n, si x est supérieur ou égal à n, bon, si x égale n, là, vous avez 0. Donc, vous avez fn de n égale 0, grâce à ce facteur. Voilà, à cause de ce facteur. Okay? Si x est strictement supérieur à n, là, vous avez 0, à cause de ce facteur. Okay? Si x est strictement inférieur à n, fn de x, c'est xp, ln de x à la puissance q, 1 moins x sur n à la puissance n. Parce que ça, c'est 1. Hein? Donc, si x est supérieur ou égal à n, alors valeur absolue de fn de x égale 0, il est inférieur à la valeur absolue de f de x. Si x appartient à 0n, alors 1 moins x sur n est strictement positif. Parce que si x appartient à 0n, alors x sur n est inférieur à 1. Donc, strictement. Donc, 1 moins x sur n est strictement positif. Et on a alors 1 moins x sur n à la puissance n égale exponentielle n, ln de 1 moins x sur n. Ça, c'est possible parce que 1 moins x sur n est strictement positif. OK? Et ça, c'est inférieur à exponentielle n fois moins x sur n, grâce à cette inégalité. Ce sont des inégalités qu'il faut connaître. ln de 1 plus t est inférieur ou égal à t, quel que soit t strictement supérieur à moins 1. Donc ici, ln de 1 moins x sur n est inférieur ou égal à moins x sur n. Donc multiplié par n, c'est inférieur à n fois moins x sur n. Et on compose par l'exponentielle. L'exponentielle est une fonction croissante. Donc c'est inférieur ou égal à exponentielle n fois moins x sur n, c'est-à-dire exponentielle moins x. Donc valeur absolue de fn de x est inférieure ou égal à valeur absolue de f de x. Okay? Quel que soit x positif, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc on a toutes les hypothèses du théorème de... il nous reste à montrer que f est lambda intégral. C'est déjà fait. Valeur absolue de f, bon, il est mesurable d'abord parce qu'il est continu, f. Donc valeur absolue de f est continue, donc il est borélien. Et il est lambda intégral sur 0 plus infini, puisque l'intégrale généralisée de Riemann de 0 plus infini de f de x est absolument convergente. On l'a déjà montré. Cette intégrale est absolument convergente et la fonction est localement Riemann intégrale, bien sûr. Tout d'abord, elle est localement Riemann intégrale. L'intégrale est absolument convergente. Donc, d'après le troisième terme de comparaison, le troisième résultat de comparaison, f est lambda intégrale. Parce que la fonction est localement Riemann intégrale et cette intégrale généralisée est absolument convergente. Donc là, la suite fn est dominée par une fonction lambda intégrale sur 0 plus l'infini. Donc, toutes les conditions de terme de la convergence dominée sont appliquées. Donc, sont vérifiées pardon. Donc,
La limite quand n tend vers plus infini de l'intégrale de fn de x d lambda de x égale l'intégrale de f de x d lambda de x, bien sûr les intégrales sur 0 plus infini ouvert. C'est-à-dire que la limite quand n tend vers plus infini de in égale i. On a ceci. Autrement dit, on a la limite quand n tend vers plus infini de in égale i d'après 13. Parce que 13, qu'est-ce qu'il dit 13 in, ce qui est une intégrale généralisée de Riemann, c'est aussi une intégrale de Lebesgue. Et i, c'est une intégrale généralisée de Riemann, c'est aussi l'intégrale de Lebesgue associée. Okay, donc, la limite de in égale i. On a donc montré ceci. Ce qu'on ne peut pas faire avec les résultats qu'on connaît dans la théorie de l'intégrale de Riemann. C'est impossible. Okay, c'est impossible de le prouver sans passer par la théorie de Lebesgue. Voilà. On passe à la deuxième question. La deuxième question est un peu plus difficile, mais on peut comprendre, bien sûr, qu'on peut comprendre. On déduire que l'intégrale de 0 à plus infini exponentiellement x ln de x dx égale la limite quand n tend vers plus infini ln de n moins 1 plus 1 demi plus 1 sur n égale moins gamma, où gamma, c'est ce qu'on appelle la constante d'Euler. La constante d'Euler, gamma, c'est l'opposé de cette limite. Okay? C'est-à-dire c'est la limite de cette somme moins ln de n. C'est la limite de l'opposé. Okay? Par définition, bien sûr. Donc là, vous avez l'intégrale de 0 à plus infini exponentiellement x ln de x. Là, vous avez l'intégrale de 0 à plus infini xp ln de x q exponentiellement x. Et on va dire en déduire. Donc il suffit de prendre p égale 0 et q égale 1. Si on prend p égale 0, là vous avez 1, parce que x est strictement positif, donc x à la puissance 0 c'est 1, et ln de x à la puissance q, donc il vous reste ln de x exponentiellement x, c'est-à-dire exactement ça. Donc il faut appliquer ceci pour p égale 0 et q égale 1. Ok, c'est ce qu'on va faire. Donc soit p égale 0 et q égale 1. Alors on a d'après la première question, la limite quand n tend vers plus infini de in. In c'est ln de x parce que p égale 0 et q égale 1, donc c'est l'intégrale de 0 à n, ln de x. Là vous avez xp ln de x à la puissance q, donc il nous reste ln de x. 1 moins x sur n à la puissance n tx égale cette intégrale. Ok, en remplaçant p par 0 et q par 1. Donc voilà. Donc il suffit de montrer que là, regardez la question, vous montrez que cette intégrale-là, celle-là, où est-elle là, voilà. Vous montrez que cette intégrale, c'est la limite quand n tend vers plus infini de ceci. Ok? Donc tout revient à montrer que cette limite-là, cette limite, la limite de in, coïncide avec cette limite. Donc la limite de in coïncide avec cette limite-là. C'est ce qu'on va montrer. In, ce n'est pas nécessairement égal à ça. Hein. Il faut montrer que cette limite coïncide avec la limite de I indice n. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc, soit n appartient à une étoile, on a in égale l'intégrale de 0 à n ln de x 1 moins x sur n à la puissance n dx parce que p égale 0 et q égale 1. Donc, on va effectuer un changement de variable en posant 1 moins x sur n égale u. Attention, c'est une intégrale généralisée de Riemann qui est convergente, qui est même absolument convergente. OK? Donc, u égale 1 moins x sur n. Donc, vous avez x égale n fois 1 moins u. Donc, dx égale moins n du. Donc, en remplaçant ici, on obtient alors, regardez, quand x égale 0, u égale 1. Quand x égale n, u égale 0. OK? Bon, quand vous avez un moins ici, donc là, vous avez normalement, si vous remplacez x par 0, vous avez 1 ici et 0 ici. Et vous avez un moins ici. dx et moins n du. Donc, on peut les ordonner. Donc, c'est n. Hein, le n, il provient de ça. C'est n, l'intégrale de 0 à 1. Ça, c'est u à la puissance n. ln de x, c'est-à-dire ln de ça. OK? Donc, on obtient n, l'intégrale de 0 à 1, u à la puissance n, ln de n, 1 moins u du. On sait que cette intégrale est convergente. OK? Le problème sur position 0, il est convergente.
Donc, le théorème changement de variable pour les intégrales généralisées dit que si on effectue un changement de variable dans une intégrale généralisée convergente, on passe à une autre intégrale convergente, généralisée convergente. Parfois, on passe à une intégrale même définie, mais le plus souvent, on passe à une intégrale généralisée convergente. OK? Donc, l'intégrale qu'on obtient ici est une intégrale généralisée convergente, parce que l'intégrale initiale est convergente. OK? Donc, c'est grâce au théorème de changement de variable. Donc, cette intégrale, c'est convergente. Et dans cette intégrale, le problème se pose en 1 et non pas en 0. Parce qu'en 0, vous avez u à la puissance n. Là, ça va, c'est bien. Hein? En 0, là, vous avez log de n. C'est bon. Okay? C'est en 1 qu'on a le problème, parce que vous avez log de 0. Ça tend vers 0 plus. Quand u tend vers u moins, ça tend vers 0 plus. Donc, le problème de convergence ici, il se pose en 0. Cette intégrale est convergente, hein, car l'intégrale initiale est convergente. C'est grâce au théorème de changement de variable pour les intégrales généralisées. On passe d'une intégrale généralisée convergente à une intégrale généralisée convergente. Si l'intégrale initiale est divergente, l'intégrale qu'on obtient après changement de variable est aussi une intégrale divergente, mais elles ne sont pas égales parce qu'elles n'existent pas, attention. Okay. Par contre, s'ils sont convergentes, si l'intégrale initiale est convergente, donc lorsqu'on effectue un changement de variable, la nouvelle intégrale est convergente et elles sont égales. Vous avez l'égalité. Parce qu'elles existent, elles sont convergentes. Alors, regardez, log de n, 1 moins u, c'est log de n plus log de 1 moins u. Donc là, vous avez une somme. Vous avez ceci. N, vous avez n, vous avez un log de n, plus un log de 1 moins u. Bon, on va voir si on peut séparer les intégrales. Bon, cette intégrale est convergente. Et l'intégrale de un log de n est convergente, parce que log de n est une constante. Et l'intégrale de 0 à 1 de n, ce n'est même pas une intégrale généralisée, c'est une intégrale définie, parce que un est une fonction continue sur 0 à 1. Donc, c'est une intégrale définie ici. Elle existe. Donc, cette intégrale existe. Cette intégrale existe, donc l'intégrale de cette fonction existe. De un fois cette fonction, cette intégrale-là existe, elle est convergente. Parce que si cette intégrale est divergente, comme celle-là, elle est convergente, alors cette intégrale est divergente, ce qui est absurde, parce qu'on sait qu'elle converge. Donc la deuxième intégrale est convergente, puisque cette intégrale est une intégrale définie. Cette intégrale est convergente, puisque cette intégrale est une intégrale définie, et cette intégrale est une intégrale convergente. Okay. Donc on obtient ici on a le droit de séparer sans problème. Hein? On a justifié l'existence de cette intégrale. Cette intégrale est une intégrale convergente. Et le problème se pose toujours au voisinage de 1 ici, la deuxième. Donc là, on connaît une primitive, c'est une intégrale définie. Une primitive, c'est n plus 1 sur n plus 1. Donc on intègre, on obtient 1 log de n sur n plus 1. Plus n fois cette intégrale généralisée. Le problème de convergence se pose en 1. Donc on va jouer sur cette intégrale-là. OK? Voilà, c'est ce qu'on va faire. On prend cette intégrale sans le facteur n, la voilà, hein, qui est une intégrale généralisée. Généralisée en 1. Intégrale de 0 à 1 un log de 1 moins u du. Bon, on va un, c'est la dérivée de cette fonction. C'est un plus 1 moins 1 prime. Bon, pourquoi un plus 1 moins 1 prime? Pour passer à ça. N'oublions pas qu'on veut ici une somme. C'est somme. OK? Cette somme, elle va provenir de ce rapport, en intégrant ce rapport. Parce que ce rapport, c'est exactement ça. Donc, lorsqu'on l'intègre, on obtient u plus u au carré sur 2 plus un plus 1 sur 1 plus 1. C'est ça qui va nous donner 1 plus 1 demi, et ainsi de suite. OK? Donc, c'est pour ça qu'on a... Bon, c'est la dérivée de un plus 1 hein, sur n plus 1 aussi. Mais on prend celle-là. Hein? C'est aussi la dérivée de n plus 1 moins 1 sur n plus 1. OK? Et on intègre par partie. Donc, on obtient 1 sur n plus 1 fois un plus 1 moins 1 fois ln de 1 moins u. Entre 0 et quand u tend vers 1 moins, parce qu'il est généralisé en 1. Attention, ça, ce n'est pas une image en 1, c'est une limite. C'est quand u tend vers 1 moins. C'est une intégrale généralisée. Et le problème se pose en 1. Donc ici, c'est une limite, attention. Moins 1 sur n plus 1, ce facteur, bien sûr. Moins 1 sur n plus 1 fois l'intégrale de 0 à 1, un plus 1 moins 1 fois la dérivée de cette fonction. Attention, la dérivée de cette fonction, c'est moins 1 sur 1 moins u.
Parce qu'il faut d'abord dériver ça. C'est moins 1 sur 1 moins U. Donc, c'est 1 sur U moins 1. Donc, on obtient UN plus 1 moins 1 sur U moins 1. OK? Or, calculons la limite quand U tend vers 1 moins de cette expression. De plus, on a la limite quand U tend vers 1 moins de UN plus 1 moins 1 ln de 1 moins U. Je factorise UN plus 1 moins 1. UN plus 1 moins 1, c'est U moins 1 fois 1 plus U plus jusqu'à UN. OK? Voilà. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, c'est U moins 1. J'ai mis moins 1 moins en facteur et là, j'ai pris 1 moins U. OK? Pour avoir le 1 moins U qu'on a ici. Donc, on a factorisé par 1 moins U, si vous voulez. Donc, on aura un signe moins ici. Or, la limite de ce produit, c'est 0, grâce à ça. La limite quand V tend vers 0, de V ln de V égale 0, limite usuelle. Quand V tend vers 0. Donc, il suffit de prendre ici V égale à 1 moins U dans ce produit. Parce que U, il tend vers 1. Donc, si je prends dans ce produit V égale 1 moins U, vous aurez la limite quand V tend vers 0 de V ln de V. Donc, ça tend vers 0. Ce produit-là, il tend vers 0. Et quand U tend vers 1, ça tend vers... pardon, quand... Il y a une erreur ici. C'est pas moins 1 ici. Quand U tend vers 1, c'est pas moins 1. Et là, vous avez 0 fois n plus 1, je crois. C'est ça, fois n plus 1. Parce qu'on remplace U par 1. Vous aurez 1 plus 1 plus 1 plus 1, n plus une fois. Donc là, vous aurez n plus 1 fois 0. Ok, c'est pas moins 1 ici. C'est moins n plus 1. Moins, entre parenthèses, n plus 1. Donc ce n'est pas moins 1, vous rectifiez. C'est moins, parce que U, il tend vers 1, il ne tend pas vers... parce qu'on voilà, on calcule la limite quand U tend vers 1 moins. Donc ça tend vers moins, facteur de n plus 1 fois 0. Donc ça tend vers 0. Donc ce crochet est nul. Parce que quand U tend vers 1 moins, c'est 0. Quand U égale 0, c'est 0. Parce que c'est log de 1. Donc vous avez 0. Donc ce crochet est nul. Donc il ne reste moins 1 sur n plus 1 pour cette intégrale-là. Il est égal à moins 1 sur n plus 1, l'intégrale de 0 à 1, un plus 1 moins 1 sur U moins 1 du. Voilà, donc cette intégrale ici, c'est cette intégrale multipliée par moins 1 sur n plus 1. C'est 0. 0, c'est le crochet, ici, moins ceci. En simplifiant, bien sûr, parce que un plus 1 moins 1 sur U moins 1, c'est ça. Okay. Puis on intègre. On connaît des primitives. Bon, une primitive de ça, c'est U plus U carré sur 2 plus UN plus 1 sur n plus 1. Entre 0 et 1. Bon, l'image de 0, c'est 0, bien sûr. Donc, c'est l'image de 1 qu'on prend. Donc, c'est moins 1 sur n plus 1 fois 1 plus 1 demi plus 1 sur n plus 1. Vous voyez, on s'approche. OK? Donc, c'est ça. Il en résulte, donc, cette intégrale, c'est ça. On remplace, donc je reviens à ça. Je reviens ici. IN. IN, c'est ça. N. On vient de calculer cette intégrale. Ah. Donc, je remplace cette intégrale ici. Donc, on obtient IN égale N log de N sur N plus N plus ce qu'on a trouvé. N fois ce qu'on a trouvé ici, pardon. Voilà, c'est ça. Donc, c'est plus N fois moins 1 sur N plus 1 fois ça. Donc, voilà. Voilà ce qu'on trouve. Hein? OK. Puis après, on multiplie à droite et à gauche par N plus 1 sur N. Pour simplifier N sur N plus 1 et N sur N plus 1 ici. Donc, on multiplie par N plus 1 sur N. Donc, on obtient ici N plus 1 sur N. Ici, il nous reste log de N. Ici, moins 1 plus 1 demi. Et on fait passer le moins 1 sur N plus 1 de ce côté. Donc, on obtient à gauche plus 1 sur N plus 1. Donc, en multipliant par N plus 1 sur N, et en passant moins 1 sur N plus 1 à gauche, on obtient alors N plus 1 sur N. IN est plus 1 sur N plus 1 égale ln de N moins 1 plus 1 demi plus 1 sur N. On obtient alors d'après 14, ce qu'il dit 14, 14 IN. Il dit que IN tend vers cette intégrale, tout simplement. N plus 1, quand N tend vers l'infini, ce rapport tend vers 1. IN tend vers cette intégrale. 1 sur N plus 1 tend vers 0.
Donc, le terme qui est à gauche tend vers cette intégrale. OK? Donc, cette intégrale est égale à la limite quand n tend vers plus infini de ce terme-là. C'est exactement ce qu'on cherche. Voilà, merci. Et une autre vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum.